j'ai acheté ma maison de luxe seul. Je rentrais chez moi après un audit d'entreprise éreintant de 14 jours, seulement pour trouver mes parents en train de déballer tranquillement le bazar de mon frère dans mon salon. Ma mère, Valérie, se tenait en plein milieu de mon entrée sur mesure, agitant agressivement une clé en laiton brillante, fraîchement copiée, sous mon nez. Elle a jeté une pile de papiers agrafés sur mon îlot de cuisine et a ricané. On a falsifié le bail. Il prend la chambre principale. L'audace pure, le sentiment de droit incroyable qui émanait de son sourire suffisant, c'était comme un couteau physique se tordant profondément dans ma poitrine. C'était mon sanctuaire, le seul endroit sur terre que j'avais saigné pour construire, entièrement sans eux. Et il tentait une prise de contrôle hostile. Mais alors que je regardais ce faux bail, ma rage initiale et aveuglante s'est instantanément transformée en un calme glacial et calculé. J'ai souri, une expression complètement morte, et j'ai répondu « Rien ». Laissez-moi vous ramener exactement au début de cette soirée cauchemardesque. C'était un mardi après-midi tardif à Raleigh, en Caroline du Nord. L'air extérieur était lourd et humide, le genre de chaleur du sud qui colle à la peau dès que l'on sort de la climatisation. Je venais de terminer un audit jury comptable épuisant de 2 semaines pour une énorme entreprise technologique. Pendant 14 jours consécutifs, j'avais fixé des feuilles de calcul sans fin, traquant des millions de dollars cachés par des dirigeants corrompus. Mes yeux brûlaient, mes épaules étaient tendues par la tension, et tout ce que je voulais au monde était de franchir la lourde porte d'entrée en acajou de ma propriété d'1,2 million de dollars, de me verser un verre bien tassé et d'exister dans un silence absolu. J'ai tourné avec ma voiture dans mon allée privée bordée d'arbres. Le quartier que j'avais choisi était délibérément isolé, rempli de professionnels tranquilles qui valorisaient une stricte intimité par-dessus tout. J'avais payé un lourd supplément pour cet isolement. Mais à la seconde où mes phares ont balayé ma pelouse impeccablement entretenue, l'illusion paisible de mon sanctuaire s'est brisée en 1 million de morceaux déchiquetés. Garé en diagonale en travers de mon allée, écrasant mes hortensias parfaitement taillées, se trouvait un énorme camion de déménagement de location, cabossé. La lourde rampe de chargement en métal était entièrement déployée, raclant violemment contre mon allée en pierre sur mesure. Mon cœur s'est complètement arrêté. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau épuisé a essayé de me convaincre que je m'étais trompé d'adresse, mais j'ai regardé les chiffres en bronze sombre sur la boîte aux lettres. C'était ma maison. La lourde porte d'entrée était maintenue grande ouverte par une brique de jardinage. Une musique rap assourdissante, incroyablement forte et lourde en basse, faisait vibrer les fenêtres de mon salon, détruisant complètement l'ambiance tranquille du quartier. J'ai mis ma voiture en stationnement, mes jointures devenant d'un blanc éclatant alors que je serrais le volant. Une personne normale aurait pu penser qu'elle se faisait cambrioler. Mais dans mon domaine, on apprend très vite que les cambrioleurs ne louent pas de camions de déménagement orange vif et ne mettent pas de la musique à fond en plein jour. Non, c'était une invasion d'une variété complètement différente, et infiniment plus toxique. Je suis sorti de la voiture. L'air lourd du sud semblait soudain impossible à respirer. En marchant lentement sur le chemin de pierre, évitant les empreintes de bottes boueuses négligemment laissées sur mon Porsche immaculé, j'ai pu entendre des voix. Des voix fortes, à l'aise, et entièrement familières. J'ai franchi le seuil, et c'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Un nuage épais et écœurant de fumée de cigarettes électroniques à la fraise bon marché flottait lourdement dans l'air de mon couloir fraîchement peint. C'était une odeur que j'associais exclusivement à une seule personne sur la planète, mon frère de 28 ans, Julien. J'ai dépassé le hall d'entrée et je suis entré dans le salon principal. La scène qui se déroulait sous mes yeux était un cauchemar psychologique parfaitement orchestré. Ma mère, Valérie, se tenait carrément au centre de la pièce comme un général triomphant. Mon père, Maxwell, était assis paresseusement sur mon tout nouveau canapé en cuir italien, faisant défiler son téléphone, ses baskets sales reposant confortablement sur ma coûteuse table basse en verre. Et il y avait Julien, l'enfant chéri, l'expert raté en trading de crypto-monnaie et en dropshipping qui n'avait jamais gardé un vrai travail plus de 3 mois dans toute sa pathétique vie. Il était affalé contre mon îlot de cuisine en quartz, soufflant un énorme nuage de fumée à la fraise directement dans ma hotte aspirante impeccable. Ils ne m'ont même pas remarqué, debout dans l'embrasure de la porte, pendant 1 minute entière. Je les ai observés dans un silence complet et glacial. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé de réponse. Quand on enquête sur la fraude d'entreprise pour gagner sa vie, on apprend que la partie coupable finira toujours par se pendre si vous lui donnez juste assez de cordes en silence. Finalement, Valérie s'est retournée. Elle a sursauté légèrement,
ses yeux s'écarquillant dans une panique momentanée avant de lisser immédiatement ses traits en un masque d'affection maternelle écœurant et lourdement répété. Elle s'est approchée de moi les bras tendus. J'ai fait un pas délibéré en arrière, glissant mes mains dans mes poches pour rejeter entièrement le contact physique. Le rejet flagrant a flotté maladroitement dans l'air, mais elle s'est rétablie instantanément. Elle a fouillé dans son sac à main de créateur, en a sorti une clé en laiton neuve et brillante, et l'a agitée sous mon nez. Puis, elle a claqué une épaisse pile de papier sur le comptoir en quartz. On a falsifié le bail, a-t-elle déclaré, sa voix dégoulinant d'une fierté venimeuse. La maison est immense. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Julien emménage aujourd'hui, et il prend la chambre principale. J'ai regardé le document falsifié sur mon comptoir. Ma mère pensait qu'elle venait de jouer une brillante partie d'échecs. Elle pensait m'avoir complètement piégé par la culpabilité familiale et un faux bout de papier. Mais elle n'avait absolument aucune idée que la signature contrefaite sur ce document venait de faire passer une dispute familiale compliquée au statut de crime fédéral grave, et incroyablement bien documentée. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas immédiatement saisi un club de golf pour les chasser physiquement et violemment de ma maison à ce moment précis, il faut comprendre l'architecture profondément toxique de mon enfance. Dans le bilan complètement déséquilibré de ma famille, Julien était l'atout inestimable et intouchable. J'étais simplement le fonds de prévoyance sacrifiable. Il en avait toujours été ainsi. Je suis un enquêteur en recouvrement d'actifs d'entreprise. Toute mon existence professionnelle tourne autour de la traque de personnes arrogantes et pleines de droits qui croient que les règles de la réalité ne s'appliquent pas à elles. Je gèle des comptes bancaires. Je saisis des voitures de luxe. Et je détruis légalement la vie des individus qui essaient de cacher leur richesse derrière des toiles de mensonges. J'ai choisi cette profession très agressive et profondément cynique spécifiquement parce que j'ai grandi dans une maison entièrement construite sur la tromperie et l'injustice. Entrer dans mon salon et voir les ordures en plastique bon marché de Julien empilées contre mes murs coûteux a été comme un coup physique violent, ramenant à la surface un musée de douleurs soigneusement enfoui. Je me suis souvenu de manière vivide d'avoir 16 ans. J'avais travaillé des doubles gardes éreintantes dans une quincaillerie locale tout l'été juste pour m'acheter un ordinateur de bureau décent pour mes cours de programmation avancée. J'avais payé chaque centime moi-même. Un après-midi, en rentrant de l'école, j'ai trouvé l'écran de l'ordinateur complètement brisé et le disque dur violemment projeté hors du bureau. Julien, âgé de 10 ans, était assis par terre en pleurant de fausses larmes. Il avait lancé une lourde balle de baseball à l'intérieur parce qu'il s'ennuyait, quand mon père Maxwell est entré dans la pièce. Il n'a pas puni Julien. Au lieu de cela, il m'a crié dessus. Il m'a reproché d'avoir laissé la porte de ma chambre déverrouillée, prétendant que je tentais mon petit frère avec des appareils électroniques coûteux. Mon père m'a physiquement poussé contre le mur et m'a dit que j'étais un grand frère égoïste et horrible. Il n'a jamais proposé de payer pour un remplacement. C'était la pièce à conviction A du musée de la douleur. La pièce B s'est produite exactement un mois avant que je ne parte pour l'université. J'avais minutieusement économisé un modeste fonds d'études sur un compte bancaire joint auquel Valérie, malheureusement, avait encore un accès légal. J'ai vérifié le solde un matin pour trouver le compte complètement vidé, à zéro. Plus de $8 000, entièrement partis. Quand j'ai confronté ma mère, elle m'a regardé avec une déception sincère et déchirante. Elle a soupiré lourdement et m'a donné la citation exacte qui avait hanté toute ma vie d'adulte. La famille passe avant tout, Sullivan. Tu dois comprendre ton frère. Julien avait secrètement atteint le plafond d'une carte de crédit à taux d'intérêt élevé en essayant d'impressionner des amis riches lors d'un voyage de relâche, et la banque menaçait de poursuites judiciaires. Valérie a volé l'argent de mes frais de scolarité durement gagnés pour protéger l'enfant chéri de la plus légère conséquence de sa propre stupidité. Elle m'a dit que j'étais intelligent et que je pouvais facilement contracter des prêts étudiants. Alors que Julien était fragile et avait besoin d'une ardoise propre, j'ai fait mes valises cette nuit-là même, j'ai quitté la maison, et je ne leur ai plus jamais demandé un seul centime. J'ai construit ma carrière sur du pur dépit. Je suis devenu impitoyablement efficace avec l'argent, considérant l'indépendance financière comme la seule armure impénétrable contre leur manipulation émotionnelle. Ce qui m'amène à la pièce C, le catalyseur de ce cauchemar actuel. La semaine dernière, Valérie avait agressivement insisté pour m'emmener dans un restaurant de grillade incroyablement cher et très prétentieux du centre-ville pour, soi-disant, célébrer une affaire majeure que je venais de gagner. La facture s'élevait à plus de $400, que j'ai prévisiblement été forcé de payer lorsque Maxwell a soudainement oublié son portefeuille dans la voiture.
Pendant le dîner, Valérie a frissonné agressivement, prétendant que la climatisation du restaurant était glaciale. Elle a demandé à emprunter le lourd blazer en laine que j'avais drapé sur ma chaise. Je le lui ai tendu sans une seconde pensée. 10 minutes plus tard, elle s'est excusée pour aller aux toilettes. Elle a emporté mon blazer avec elle. Je réalisais maintenant avec une clarté écœurante qu'elle avait délibérément orchestré tout le dîner. Elle savait exactement dans quelle poche je gardais mes clés de maison. Elle était sortie directement par la porte d'entrée du restaurant, avait traversé la rue jusqu'à un kiosque de quincaillerie ouvert 24 heures sur 24, et avait payé 3 $ pour copier illégalement la clé de ma forteresse. Elle avait instrumentalisé ma confiance humaine la plus élémentaire pour violer mon sanctuaire. Debout dans mon salon, fixant son visage suffisant, j'ai réalisé que chaque chose qu'il m'avait faite menait simplement à ce moment. Il croyait vraiment que je n'étais rien de plus qu'un distributeur automatique avec un battement de cœur. Il croyait que mon succès appartenait au collectif familial, et spécifiquement à Julien. J'ai pris une lente et profonde inspiration, masquant parfaitement la fureur absolue qui bouillait dans mon sang. Où vont les affaires de Julien, ai-je demandé, ma voix complètement dépourvue de toute émotion humaine reconnaissable. Les yeux de Valérie se sont illuminés d'un triomphe arrogant. Elle pensait que je me rendais. Au fond du couloir, a-t-elle gazouillé joyeusement. La suite parentale. Julien a besoin de la grande salle de bain pour sa routine de soins de la peau. Mon estomac s'est noué. La chambre principale était la seule pièce que j'avais entièrement déballée. Elle contenait mes costumes sur mesure, mes documents financiers privés, et mon coffre-fort au sol verrouillé. Je me suis détourné d'elle et j'ai marché lentement dans le long couloir. Ma tolérance pour leurs abus était une habitude profondément enracinée, un réflexe né de la survie. Mais cette habitude était sur le point d'être brisée de manière permanente. Car ce que j'allais trouver à l'intérieur de cette chambre était un acte si profondément irrespectueux, qu'il a complètement sectionné le tout dernier fil de ma loyauté familiale. La lourde porte en chêne de la suite parentale était grande ouverte. En franchissant le seuil, le niveau de manque de respect violent infligé à mon espace personnel a presque fait virer ma vision au noir. La pièce que j'avais passé des semaines à concevoir soigneusement, l'espace que j'avais peint de mes propres mains, semblait avoir été violemment saccagé par des animaux sauvages. Julien se tenait exactement au centre de ma chambre. Il avait déjà violemment arraché ma couette en duvet coûteuse et lourde du matelas king-size sur mesure, la laissant froisser en un tas sale sur le parquet. Mes vestes de costume, qui avaient été parfaitement organisées dans le dressing, étaient maintenant agressivement jetées sur une chaise pour faire de la place à sa collection massive de vêtements de rue terribles et aux couleurs vives. Mais rien de tout cela n'était le point de rupture. Mes yeux ont contourné le lit en ruine et les vêtements déplacés, se fixant instantanément sur la petite poubelle en maille argentée située dans le coin le plus éloigné de la pièce. Dépassant maladroitement de la poubelle, entouré de canettes de boissons énergisantes écrasées, se trouvait un lourd cadre en bois d'acajou foncé. Le verre de protection épais qui recouvrait la face avant était complètement brisé en des dizaines d'éclats dangereux et déchiquetés. Coincée, impuissante, à l'intérieur du cadre en ruine se trouvait ma plaque officielle d'examinateur de fraude certifié. La certification CF n'était pas juste un morceau de papier. C'était la manifestation physique de milliers d'heures angoissantes d'études brutales. C'était l'arme que j'avais forgée pour m'arracher à l'ombre pathétique et permissive de ma famille. C'était la preuve absolue que j'étais largement supérieur à l'enfant de secours oublié pour lequel il me prenait. Julien a remarqué mon regard intense et fixe. Il a suivi mon regard jusqu'à la poubelle et a laissé échapper un rire court et odieux. Il s'est gratté le cou et a haussé les épaules, l'air complètement, totalement imperturbable par la destruction qu'il avait causée. « Oh ouais, désolé, mec », a dit Julien paresseusement, donnant un coup de pied dans un morceau de verre brisé avec sa basket sale. Le cadre était sur ton bureau. Je l'ai accidentellement fait tomber en traînant mes moniteurs de jeu ici. C'est juste un bout de papier, pas vrai? Connecte-toi et imprime-en un autre. Pas de problème. Mon cerveau analytique hautement entraîné a immédiatement traité la scène de crime. Le lourd cadre en acajou était parfaitement plaqué contre le mur du fond d'un bureau de direction profond et incroyablement robuste. Il n'y avait absolument aucune possibilité physique de le heurter accidentellement. Il l'avait délibérément et violemment balayé du bureau simplement pour revendiquer le territoire. Il avait volontairement détruit ma plus grande réussite et il n'avait même pas pris la peine de nettoyer le verre dangereux. Si vous écoutez cette histoire en ce moment et qu'un membre toxique de votre famille a déjà détruit malicieusement la seule chose dont vous étiez le plus fier juste pour prouver qu'il le pouvait,
laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir que je ne suis pas fou. Parce qu'à cette fraction de seconde exacte, l'envie violente d'enrouler mes mains autour du cou de mon frère et de le jeter physiquement par la fenêtre de la chambre était presque écrasante. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé des excuses fausses et pathétiques. Parce qu'à ce moment précis, la version faible et pleine d'espoir de Sullivan, le fils qui voulait encore désespérément que ses parents l'aiment, le frère qui pensait encore pouvoir raisonner avec un parasite, est morte de manière permanente. Il fut instantanément remplacé par la logique froide, impeccable et impitoyable d'un agent de recouvrement d'actifs d'entreprise qui venait de recevoir une confession signée. J'ai regardé le visage suffisant et prêt à recevoir un coup de poing de Julian. Puis j'ai regardé dans le couloir où Valérie fredonnait joyeusement un air dans ma cuisine. « Tu sais quoi, Julian » ai-je dit doucement, ma voix dangereusement stable. « Tu as absolument raison. Ce n'est qu'un bout de papier. Fais comme chez toi. » Le sourire arrogant de Julian s'est élargi. Il m'a tourné le dos et a immédiatement commencé à brancher sa console de jeu massive dans ma prise murale. « Merci, frangin. Dis à maman de commander une pizza. Je meurs de faim. » Je suis sorti directement de la chambre, j'ai dépassé le salon, et je me suis dirigé droit vers la porte d'entrée. Valérie a arrêté de fredonner et m'a regardé, une lueur de confusion sincère traversant son visage lourdement maquillé. « Sullivan, où vas-tu ? Nous devons discuter des factures d'électricité pour Julian, a-t-elle exigé, son ton revenant à celui de la matriarche autoritaire. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. J'ai forcé les coins de ma bouche à s'étirer en un sourire poli, profondément glacial, et entièrement sans vie. Je viens de recevoir un email d'urgence de la firme. Je dois repartir immédiatement pour un autre audit. Je serai parti pour au moins 3 jours. Profitez de la maison, Valérie. Ses épaules se sont instantanément affaissées dans un soulagement massif. La nouvelle était absolument parfaite pour son plan tordu. Cela signifiait qu'ils avaient un accès complètement libre et sans restriction à ma propriété pour installer pleinement Julian sans ma présence agaçante et jugeante. « Oh, c'est un timing merveilleux », a-t-elle rayonné, applaudissant presque des mains. « Conduis prudemment, chérie. Nous allons installer complètement ton frère. » Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti dans la soirée humide. Je n'ai pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. Il croyait sincèrement que je m'étais rendu. Il pensait que j'étais un lâche pathétique et faible d'esprit, fuyant une confrontation directe. Ils étaient probablement en train de sabrer du champagne bon marché dans mon salon à ce moment précis, célébrant leur victoire sans faille. Ils n'avaient absolument aucune idée que je ne battais pas en retraite. Je me déplaçais simplement vers un point de vue bien plus élevé, et infiniment plus sûr. Je me retirais pour appeler une frappe aérienne massive et financièrement dévastatrice. Il y a une sorte de clarté mentale très spécifique et profondément stimulante qui n'arrive que lorsque l'on parvient enfin à détacher complètement ces émotions humaines désordonnées d'une crise qui s'intensifie rapidement. J'ai conduit à exactement 10 miles de mon quartier et j'ai pris une suite de luxe dans un hôtel d'entreprise haut de gamme du centre-ville. J'ai payé la chambre avec ma carte noire personnelle, je suis entré, et j'ai immédiatement verrouillé le lourd pen dormant. J'ai posé mon sac de voyage en cuir sur le lit king size immaculé, j'ai sorti mon lourd ordinateur portable de travail crypté, et je l'ai posé sur le bureau en acajou. J'ai fait craquer mes doigts, regardant par les immenses fenêtres envers la ligne d'horizon scintillante de la ville. La partie émotionnelle et désordonnée de ce désastre familial était officiellement terminée. Maintenant, il était temps que l'audit jury comptable commence. Mes parents croyaient sincèrement m'avoir déjoué. Mais les gens n'orchestrent pas une invasion de domicile très agressive et profondément risquée à moins d'être complètement acculés dans un coin terrifiant. On ne falsifie pas un contrat de location et on ne force pas son fils au chômage à s'installer dans une maison que l'on ne possède pas juste pour économiser quelques dollars de loyer. Il devait y avoir une hémorragie financière massive qu'ils essayaient désespérément de cacher. Je devais découvrir à quoi ressemblait exactement ce coin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté directement au réseau privé virtuel hautement sécurisé de ma firme. En tant qu'enquêteur principal gérant des faillites de plusieurs millions de dollars, mon accès quotidien aux archives publiques profondes, aux bases de données financières restreintes et aux logiciels de vérification d'antécédents avancés est incroyablement étendu. Avec suffisamment de temps, je peux tracer un seul dollar mal alloué à travers une douzaine de sociétés écrans internationales.
Détruire les illusions financières fragiles et mal construites de mes parents de la classe moyenne n'allait pas être un défi professionnel. Ça allait être un massacre systématique. J'ai commencé par les bases. J'ai lancé une recherche complète et approfondie dans les archives publiques sur Maxwell et Valérie. Les premiers résultats de surface étaient ennuyeux. Leur adresse résidentielle, leur numéro de téléphone enregistré, leur licence de mariage vieille de plusieurs décennies. Mais quand j'ai contourné les informations de base et que j'ai extrait leurs registres officiels de taxes foncières du comté, le tout premier signal d'alarme massif a violemment clignoté sur mon écran. Leurs impôts fonciers annuels sur leur résidence principale, la maison même où j'ai grandi, étaient actuellement en retard de 9 mois complets. Un avertissement de privilège immobilier sévère et juridiquement contraignant avait été officiellement émis et envoyé par le bureau de l'évaluateur fiscal du comté il y a tout juste 4 semaines. J'ai physiquement plissé les yeux devant l'écran lumineux. Maxwell gagnait un salaire parfaitement décent en tant que directeur régional des ventes. Leur hypothèque sur 30 ans avait été refinancée une décennie plus tôt à un taux d'intérêt incroyablement bas. Il n'y avait absolument aucune raison mathématique logique pour qu'ils soient en défaut de paiement de leurs impôts fonciers de base, à moins qu'il n'y ait une fuite massive et complètement cachée qui aspirait rapidement tout leur argent liquide. J'ai ouvert un autre terminal crypté et j'ai exécuté un algorithme d'enquête de crédit douce très sophistiqué, un outil de contournement parfaitement légal que nous utilisions pour vérifier la situation financière des administrateurs d'entreprises avant les fusions. Le système a mouliné lourdement pendant environ une minute avant de cracher un document dense et extrêmement détaillé de 15 pages. J'ai ouvert le fichier, et la réalité financière brutale de la vie cachée de mes parents m'a frappé en plein dans la poitrine comme un coup physique. C'était un bain de sang absolu et sans mitigation de dettes de consommation toxique. J'ai passé les 2 heures suivantes à faire défiler méthodiquement le rapport en silence total, ma mâchoire se serrant douloureusement à chaque nouvelle ligne. Je savais qu'il gâtait Julien, mais c'était un effondrement financier catastrophique et complètement irrécupérable. Ils avaient actuellement exactement 6 cartes de crédit majeures à haute limite, tout au maximum de leur capacité. Les soldes renouvelables combinés totalisaient bien plus de 180 000 $. Les taux d'intérêt associés à ces cartes au maximum étaient profondément prédateurs, oscillant dangereusement autour de 26%. D'après les calculs, ils payaient des milliers de dollars chaque mois juste pour à peine couvrir les énormes frais d'intérêt, sans jamais toucher au capital réel. Mais ce n'était pas le montant stupéfiant de la dette qui me dégoûtait. C'était exactement à quoi l'argent emprunté avait été agressivement utilisé. J'ai croisé les lignes de crédit avec les registres de prêts publics. J'ai facilement trouvé un prêt automobile massif à taux d'intérêt élevé contracté exactement 8 mois plus tôt pour un VUS de luxe tout neuf et entièrement équipé. Le camion coûteux était légalement enregistré au nom de Maxwell. Mais je savais de source sur qui conduisait ce véhicule chaque jour. Julien. Le tableau d'ensemble était limpide. Mes parents n'avaient pas seulement encouragé la paresse de Julien. Ils avaient activement sacrifié financièrement tout leur avenir pour lui. Ils avaient complètement vidé l'équité de leur maison, entièrement détruit leur code de crédit, et volontairement manqué à leurs obligations fiscales locales juste pour s'assurer que leur précieux enfant chéri n'ait jamais à connaître le léger inconfort d'un vrai travail. Et maintenant, la facture massive et indéniable était enfin arrivée. Leur code de crédit était radioactive. Absolument aucune banque ne leur prêterait un centime de plus. Ils se noyaient complètement. Mais pourquoi cibler ma maison? J'ai ouvert une base de données restreinte et hautement spécialisée qui suivait les changements d'adresse nationaux. J'ai tapé ma nouvelle adresse. Le système a chargé, puis a affiché un résultat positif. Il y a exactement 3 jours, un formulaire de changement d'adresse officiel et juridiquement contraignant avait été déposé auprès du service postal fédéral. Le nom clairement imprimé sur le formulaire approuvé était Julien. Le sang dans mes veines s'est glacé. J'ai fixé l'écran d'un air absent. Ils ne le faisaient pas simplement emménager pour quelques mois. Ils avaient falsifié le bail et changé son courrier pour établir activement et légalement une résidence formelle. Ils essayaient intentionnellement de déclencher les droits des squatteurs, sachant que si Julien recevait du courrier là-bas, la police locale refuserait de l'expulser, me forçant à un cauchemar d'expulsion civile d'1 an. Ils sacrifiaient volontairement mon seul sanctuaire pour se sauver comme par magie de la ruine qu'ils avaient créée. J'ai fermé l'ordinateur portable, plongeant la pièce dans l'obscurité. L'audace était à couper le souffle. Mais ils avaient commis une erreur fatale et immuable. Ils avaient oublié exactement à qui ils essayaient de voler. Je suis resté assis dans la chambre d'hôtel sombre pendant un long moment,
laissant la réalité absolue de leur trahison s'imprégner profondément dans mes os. Ils étaient prêts à me soumettre à une bataille d'expulsion légale exténuante de 12 mois, détruisant complètement ma maison et ma tranquillité d'esprit. Tout ça pour fournir un logement gratuit aux parasites qu'ils avaient élevés. J'ai attrapé mon smartphone, avec l'intention d'appeler mon avocat, quand une notification lumineuse a soudainement illuminé l'écran. C'était une alerte de la caméra de sécurité haut de gamme Ring, discrètement installée près de ma porte d'entrée. J'avais désactivé les capteurs de mouvement intérieur avant de partir pour qu'ils ne sachent pas qu'ils étaient surveillés, mais la caméra extérieure était toujours très active. J'ai tapé sur la notification, affichant le flux vidéo en direct. Il était presque minuit. Une voiture de sport blanche, élégante et très tape à accent graveleuil, est entrée agressivement dans mon allée, se garant dangereusement près de ma pelouse manucurée. La portière côté conducteur s'est ouverte et Bianca en est sortie. Bianca était la petite amie intermittente de Julien depuis 2 ans. C'était une femme profondément superficielle et incroyablement exigeante qui passait toute son existence à cultiver un faux style de vie riche sur les réseaux sociaux. Elle traitait Julien comme un portefeuille ambulant, ignorant complètement que le portefeuille appartenait en réalité à Maxwell et Valérie. J'ai regardé les images nettes de la vision nocturne en haute définition tandis que Bianca se pavanait sur mon allée, ses talons au cliquant bruyamment contre la pierre. La porte d'entrée s'est ouverte, révélant Julien. Il avait l'air incroyablement suffisant, appuyé contre le cadre de la porte de ma maison comme s'il possédait tout le quartier. Bianca n'a même pas dit bonjour. Elle l'a bousculé agressivement pour entrer, sa voix aiguë parfaitement captée par le microphone sensible. « Sérieusement, Julien, c'est ça » s'est-elle plainte bruyamment, sa voix résonnant dans l'air calme de la nuit. « Tu m'as dit que la maison était immense. L'aménagement paysager a l'air incroyablement bon marché. Et c'est quoi ce canapé en cuir hideux dans le salon ? On dirait une salle d'attente chez un dentiste au rabais. » Ce canapé hideux était une pièce italienne sur mesure à 10 000 $, mais j'ai simplement regardé l'écran dans un silence glacial. Julien l'a poursuivi frénétiquement dans l'entrée, sa voix pleurnicharde et désespérée. « Chérie, allez. C'est une propriété d'1,2 million. Mon frère n'a aucun goût en matière de meubles, mais on peut jeter tout son bazar ennuyeux d'ici la semaine prochaine. La chambre principale est immense. On peut totalement la redécorer. Tu peux emménager tes affaires ce week-end, comme je te l'ai promis. » Bianca s'est arrêtée, se retournant vers lui. Elle a croisé les bras, l'air totalement pas impressionné. « Est-ce que tes parents vont continuer à payer les courses si j'habite ici ? Parce que je ne partage pas les factures avec toi, Julien. Tu m'as promis un style de vie de luxe. Si j'emménage, je veux que le dressing soit entièrement vidé d'ici vendredi. Je te le promets, chérie. Tout ce que tu veux. La maison est à nous maintenant. Il nous a cédé le bail. Mes parents s'en sont occupés. » Julien s'est penché, l'embrassant agressivement dans mon entrée avant de fermer lourdement la porte d'un coup de pied, coupant le flux de la caméra. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone. La dernière pièce du puzzle s'est violemment mise en place. C'était le catalyseur. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Julien avait besoin d'un endroit pour dormir. Bianca menaçait de le quitter parce qu'il ne pouvait pas fournir l'esthétique de fausse richesse qu'elle exigeait. Julien a paniqué et a pleuré auprès de Valérie. Valérie, absolument terrifiée à l'idée que son garçon en or se fasse larguer et sombre dans la dépression, a orchestré une invasion de domicile hautement illégale pour garantir un décor de plusieurs millions de dollars à la romance superficielle de son fils. Ils avaient vendu mon sanctuaire pour acheter l'affection d'une croqueuse de diamants. Je n'ai pas hésité une seconde de plus. J'ai ouvert mes contacts et j'ai composé le numéro de portable direct de l'associé principal de la division immobilière de mon cabinet d'avocat. Desmond était un avocat impitoyable, profondément cynique et incroyablement cher, spécialisé spécifiquement dans les expulsions commerciales hostiles. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix rauque et pâteuse de sommeil. « Sullivan, as-tu la moindre idée de l'heure qu'il est ? J'ai besoin d'une mise en demeure pour intrusion illégale rédigée immédiatement, ai-je dit, ma voix complètement plate, dénuée de toute chaleur. J'ai besoin d'un blocage d'expulsion commerciale en béton armé basé sur une entrée illégale frauduleuse et une fraude postale fédérale. Et j'ai besoin d'un serrurier cautionné et certifié en attente à ma propriété samedi matin à la 1e heure. » Desmond a soupiré lourdement dans le récepteur. « D'accord, confrère. Qui exactement jetons-nous à la rue, sous la menace d'une arme ?
J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel la ville sombre et endormie en contrebas. Ma mère, mon père, et mon frère. Il y a eu une longue et lourde pause au bout du fil. Puis le ton de Desmond a complètement changé, passant de l'agacement au professionnalisme strict. Il pouvait entendre le ton absolument terrifiant et sans aucune tolérance qui résonnait dans ma voix. Racontez-moi tout. J'ai passé les 20 minutes suivantes à exposer toute la situation. J'ai expliqué la clé volée, l'entrée par effraction, la dette de consommation massive que j'avais découverte, et enfin le faux contrat de location qu'ils avaient jeté sur mon comptoir de cuisine pour revendiquer la résidence. Quand j'ai eu fini, Desmond a laissé échapper un petit rire sombre et bas. « Un faux bail ?» a-t-il demandé, sa voix dégoulinant de pure malveillance légale. « Votre mère a réellement falsifié votre signature sur un document de bail résidentiel pour établir la location. »« Oui », ai-je confirmé. « Monsieur Sullivan », a dit Desmond doucement, le son de sa frappe rapide sur son clavier résonnant à travers le téléphone. « Votre mère vient de signer son propre arrêt de mort financier. Je vous vois samedi matin. Apportez les documents. » Les 2 jours suivants, jeudi et vendredi, furent un exercice d'endurance psychologique extrême. Je suis resté en sécurité, séquestré dans ma suite d'hôtels sécurisés, ignorant complètement le barrage incessant de messages textes qui inondaient mon téléphone. Valérie changeait rapidement de personnalité. Ces textes ont commencé de manière écœurante, demandant où je gardais le papier toilette supplémentaire et se plaignant que la pression de l'eau dans ma salle de bain d'invité était insuffisante à son goût. Le vendredi après-midi, ces messages sont devenus très agressifs et exigeants. Elle voulait savoir exactement quand je revenais de mon prétendu voyage d'affaires parce que Bianca voulait organiser une énorme fête au bord de la piscine dans mon jardin dimanche et ils avaient besoin que je transfère $500 pour couvrir le traiteur. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai simplement fait des captures d'écran et archivé chaque fil de discussion, m'assurant que les enregistrements numériques étaient parfaitement conservés pour le massacre juridique imminent. Au lieu de me disputer avec elle à travers un écran lumineux, j'ai passé ces 48 heures à faire exactement ce qu'un comptable jury-comptable senior fait de mieux, construire une piste papier physique impénétrable et parfaitement organisée. Je me suis rendu dans un magasin de fournitures de bureau coûteux et j'ai acheté un classeur en cuir noir très résistant, une boîte de protège-documents en plastique transparent, et un jeu d'intercalaire numéroté à code couleur. J'ai traité cette expulsion exactement comme une présentation d'audit d'entreprise hostile. Si la police devait jeter physiquement ma famille à la rue, il ne pouvait y avoir absolument aucune place pour la manipulation émotionnelle ou la confusion. Pour vraiment apprécier le piège juridique dévastateur dans lequel ma famille était aveuglément tombée, il faut comprendre la manière spécifique et très paranoïaque dont j'ai acheté ma maison. Il y a exactement 1 an, lorsque j'ai décidé de retirer mon capital du marché boursier pour investir dans l'immobilier, je savais avec une certitude absolue que si mes parents découvraient un jour que je possédais une propriété de luxe, ils la considéreraient instantanément comme un bien familial commun. Ils exigeraient des doubles des clés. Ils y organiseraient les fêtes, et ils m'imposeraient Julien à la seconde où sa vie s'effondrerait inévitablement. Je savais que j'avais besoin d'une barrière en béton armé. Dans mon état, si vous achetez une maison à votre nom personnel, votre adresse devient un registre public facilement accessible. De plus, si des membres de la famille établissent une habitude de séjourner dans votre propriété résidentielle, les expulser légalement devient un cauchemar éveillé de lois complexes sur la location. Je ne voulais pas avoir à faire face aux lois sur la location résidentielle. Donc, je me suis complètement retiré de l'équation. 4 mois avant d'acheter la maison, j'ai engagé Desmond pour enregistrer légalement une toute nouvelle société à responsabilité limitée, LLC, dans un état complètement différent et favorable aux entreprises, qui permettait une propriété d'entreprise totalement anonyme. J'ai nommé la société Apex Vanguard LLC. L'agent enregistré légalement était une boîte postale sécurisée située à 300 mètres. Mon nom personnel, Sullivan, n'apparaissait absolument nulle part sur aucun document public de l'État ou du comté. Lorsque j'ai acheté la propriété d'1,2 million de dollars, Apex Vanguard LLC l'a payé en espèces. L'acte de propriété officiel, les taxes foncières, les factures de services publics, chaque morceau de paperasse était strictement facturé directement à l'entité corporative sans visage. Légalement parlant, aux yeux de la loi et du gouvernement local, j'étais simplement un employé autorisé payant un loyer, résidant tranquillement à l'intérieur d'un actif d'entreprise détenu commercialement. Cette distinction juridique spécifique était le mur d'acier invisible massif contre lequel ma famille venait de violemment écraser sa voiture. Si la maison avait été à mon nom, la police serait arrivée,
auraient vu ma mère préparer le café, vu les vêtements de Julien dans le placard, vu le faux bail, et ils auraient immédiatement classé cela comme une dispute familiale civile compliquée. Ils m'auraient forcé à les poursuivre en justice. Mais à cause de la LLC, le terrain de jeu était complètement différent. Aux yeux de la loi, ce n'était absolument pas une dispute familiale. C'était un cas clair et indéniable d'individus non autorisés s'introduisant par effraction et violant un actif commercial d'entreprise. Mes parents n'étaient pas des dirigeants légaux d'Apex Vanguard LLC. Julien n'était pas un employé sous contrat. Par conséquent, il n'avait absolument aucun droit légal d'occuper les lieux, indépendamment de leur lien de sang avec moi. Et ce faux bail dont Valérie était si fière? Falsifier une signature pour voler la résidence d'une société enregistrée a instantanément fait passer la situation d'un désaccord civil mineur à une accusation de fraude fédérale de niveau criminel. Vendredi soir, le classeur noir était complet. Il était épais, lourd, et contenait suffisamment de preuves juridiquement contraignantes pour ruiner complètement leur vie. Dans la section 1, j'ai placé les documents d'incorporation d'état notariés pour Apex Vanguard LLC, me désignant comme l'unique directeur général. Dans la section 2, l'acte de propriété officielle du comté. Dans la section 3, la preuve numérique imprimée du changement d'adresse postale frauduleux. J'ai commandé un steak saignant dans ma chambre d'hôtel, j'ai mangé en silence total, et je me suis couché tôt. J'ai remarquablement bien dormi. Il n'y a eu aucun cauchemar, aucun sentiment persistant de culpabilité familiale. J'avais passé toute ma vie à essayer frénétiquement d'équilibrer un bilan émotionnel qui était complètement truqué contre moi. Maintenant, je tenais le stylo, et le compte était sur le point d'être remis à zéro. Si vous trouvez cette histoire fascinante et êtes curieux de savoir comment je distribue la punition, veuillez soutenir la chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire nous indiquant de quelle ville ou pays vous regardez cette vidéo. Chaque interaction aide des histoires comme celle-ci à atteindre plus de gens. Quand mon réveil a finalement sonné à 6 h du matin le samedi, je me suis réveillé complètement frais et dispo. J'ai pris une longue douche chaude, je me suis méticuleusement rasé, et je me suis habillé d'un costume d'affaires gris anthracite impeccablement taillé, complété par une cravate en soie. Je voulais avoir l'air exactement du dirigeant d'entreprise impitoyable que j'étais légalement, et non du fils émotionnellement épuisé qu'il s'attendait à voir. J'ai fait mon sac de voyage, j'ai quitté l'hôtel, et je suis retourné vers mon quartier. L'air du matin était vif et incroyablement clair. L'apocalypse arrivait dans mon salon, et elle arrivait exactement à l'heure prévue. J'ai garé ma voiture à exactement 2 pâtés de maison de ma propre propriété, la cachant délibérément derrière une autre rangée de chênes. L'air du samedi matin était vif, frais, et incroyablement calme. Le quartier était d'un silence de mort, à l'exception du son lointain d'une tondeuse à gazon. Il était exactement 7 h 30 du matin. Je me tenais au coin du trottoir, ajustant les poignets de mon costume sur mesure, tenant fermement le lourd classeur en cuir noir contre mon flanc. En moins de 2 minutes, une Mercedes noire élégante s'est arrêtée silencieusement au bord du trottoir. Desmond, mon avocat en immobilier commercial incroyablement cher, en est sorti. Il portait un costume gris impeccable et tenait une fine mallette en cuir. Il avait l'air entièrement réveillé et profondément impatient de la violence juridique qui allait se déchaîner. Juste derrière son véhicule, une voiture de police de la ville, noire et blanche, s'est arrêtée, suivie immédiatement par une camionnette commerciale blanche appartenant au serrurier cautionné que j'avais engagé. La frappe aérienne avait officiellement commencé. Je suis sorti de l'ombre du matin et me suis approché avec assurance de la voiture de police à l'arrêt. 2 officiers de la ville en uniforme et lourdement armés sont sortis du véhicule. L'officier principal était un homme grand et large d'épaules, avec des cheveux grisonnants aux tempes et une attitude complètement pragmatique et épuisée. Son badge indiquait Gideon. Je lui ai fermement serré la main, me suis présenté strictement comme le directeur général d'Apex Vanguard LLC, et lui ai immédiatement remis le lourd classeur noir. Je suis resté complètement silencieux sur le trottoir pendant que l'officier Gideon parcourait méthodiquement les onglets soigneusement organisés. J'ai regardé ses yeux parcourir l'acte de propriété, l'enregistrement de la société, et l'avis formel d'intrusion commerciale que Desmond avait rédigé. L'officier Gideon a refermé le classeur épais avec un claquement fort et satisfaisant et me l'a rendu. Il a fait un unique signe de tête de confirmation à Desmond. La documentation juridique était absolument impeccable. Il n'y avait aucune place pour le débat. Je me suis ensuite dirigé vers le serrurier, un homme calme et lourdement tatoué portant une énorme boîte à outils en métal.
Je lui ai expliqué que les individus actuellement à l'intérieur de la maison possédaient une clé volée et dupliquée illégalement. Je lui ai dit que nous n'utiliserions absolument pas de clé pour ouvrir la porte d'entrée aujourd'hui. Je lui ai explicitement ordonné d'utiliser sa perceuse électrique robuste pour détruire complètement le cylindre du pen dormant, garantissant que les anciennes clés seraient rendues définitivement inutilisables à la seconde même où nous pénétrerions dans la propriété. Je voulais que le son fort et violent du métal qui se déchire soit la toute première chose que ma famille entende ce matin. Nous avons marché en formation tactique serrée directement sur mon allée en pierre sur mesure. Les rideaux de devant étaient tirés. La maison était d'un silence de mort. Je savais pertinemment que Julien était encore complètement inconscient dans mon lit principal, probablement en train de se remettre de l'alcool bon marché qu'il avait consommé la nuit précédente. Mes parents se réveillaient probablement à peine, se délectant de l'illusion qu'ils avaient réussi à conquérir ma maison. Je me suis écarté, faisant un geste poli vers la lourde porte d'entrée en acajou. Le serrurier s'est avancé. Il a positionné la mèche en acier tranchant de sa perceuse industrielle directement au centre de la serrure en laiton, a calé ses bottes contre le seuil, et a pressé la lourde gâchette. Le son strident, aigu et hurlant du métal qui se déchire a violemment brisé le silence paisible du matin de toute la rue. C'était un bruit terrifiant et agressif. Il a fallu moins de 30 secondes pour que la perceuse traverse complètement les goupilles internes de la serrure. Le serrurier a retiré l'outil lourd, a pris un tournevis plat, l'a tourné brusquement, et la lourde porte s'est ouverte avec un clic sonore. J'ai franchi le seuil en premier, suivi immédiatement par Desmond et les 2 policiers armés, leurs mains reposant prudemment près de leur ceinturon. L'intérieur de ma maison était complètement méconnaissable. Le salon ressemblait à une maison de fraternité bon marché après une énorme fête non surveillée. Des boîtes de pizza vides, des canettes de soda écrasées, et des assiettes en papier très tachées couvraient ma table basse en verre à $10 000. L'air sentait intensément la fumée de cigarettes électroniques à la fraise éventée, le linge sale, et la bière bon marché. « Police! Manifestez-vous immédiatement » a hurlé l'officier Gideon à plein poumon, sa voix profonde résonnant agressivement dans le couloir. Il y a eu un fracas frénétique venant de la cuisine. Valérie est sortie en titubant de derrière l'îlot en quartz. Elle portait un peignoir en soie rose et tenait une tasse de café à moitié vide. Son visage était complètement pâle, ses yeux écarquillés de terreur absolue et sincère lorsqu'elle a vu les 2 policiers en uniforme debout dans son soi-disant nouveau salon. Elle a visiblement tremblé, laissant tomber sa tasse de café. Elle s'est brisée contre le parquet, éclaboussant le bois immaculé d'un liquide brun foncé. Mais ensuite, ses yeux ont dépassé les lourds badges argentés pour se poser directement sur moi. Je me tenais calmement dans mon costume anthracite sur mesure. Mes mains étaient croisées fermement sur le classeur noir. En moins de 3 secondes, la terreur pure sur son visage a disparu, instantanément remplacée par un masque d'indignation furieuse et débridée. La dissonance cognitive s'est immédiatement mise en place pour protéger son ego fragile. Elle s'était pleinement convaincue que c'était sa maison. Et comment osais-je interrompre son samedi matin? « Sullivan, as-tu complètement perdu la tête » a-t-elle crié fort, écumant pratiquement de la bouche. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi amènes-tu la police dans notre maison familiale? Tu m'as presque donné une crise cardiaque fatale. » Au fond du couloir, la porte de la chambre principale s'est ouverte avec fracas. Julien en est sorti en trébuchant, ne portant qu'un short de boxeur ample, ses cheveux en un désordre complet et gras. « Maman, c'est quoi tous ces cris » a-t-il bredouillé en se frottant les yeux. Quand Julien a vu les flics, il s'est instantanément figé. Son arrogance suffisante et intouchable s'est complètement évaporée, remplacée entièrement par la panique lâche d'un homme qui réalisait soudain que les actions ont réellement des conséquences. C'était le moment exact, et très prévisible, auquel je m'étais mentalement préparé. Il était temps que le spectacle commence. C'était le moment précis où ma mère a déployé l'arme psychologique ultime des narcissiques acculés du monde entier. C'est une stratégie très efficace et profondément manipulatrice, conçue spécifiquement pour confondre les tiers, comme les policiers, en réécrivant complètement la réalité sur le champ. Nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Officier, s'il vous plaît. Vous devez complètement l'ignorer, a dit Valérie. Sa voix tremblait soudainement. Elle a pivoté sans faille de la colère hurlante au portrait de la mère impuissante, profondément inquiète et au cœur brisé. Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux, sur commande absolue. C'était une performance terrifiante de brio.
Mon fils Sullivan est clairement en train de faire une grave dépression nerveuse, a-t-elle pleuré, serrant son peignoir en soie contre sa poitrine. Il est incroyablement stressé par son travail en entreprise dernièrement. Il est surmené. Nous sommes venus ici spécifiquement pour l'aider à nettoyer et à prendre soin de lui, et il s'est simplement enfui il y a quelques jours dans un état maniaque. C'est notre maison familiale. Nous vivons ici. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'être ici. Il a juste besoin d'aide médicale. Elle a complètement nié l'effraction. Elle a vicieusement attaqué ma stabilité mentale, et elle a inversé les rôles pour se faire passer pour la victime d'un fils fou et déséquilibré. Le plus jeune policier a en fait légèrement changé de poids, me regardant avec un bref éclair d'hésitation et d'inquiétude. Mais mon père, Maxwell, a complètement ruiné sa performance délicate et manipulatrice en sortant soudainement en trompe de la chambre d'amis. Maxwell portait un pantalon de survêtement froissé et un maillot de corps taché. Son visage était complètement rouge de rage incontrôlée. Il avait passé toute sa vie à me soumettre par l'intimidation, et il n'allait absolument pas s'arrêter juste parce qu'il y avait des badges dans la pièce. Sullivan, espèce de petit salaud ingrat, a rugi Maxwell, pointant un doigt tremblant et accusateur directement sur mon visage. Tu amènes des flics armés dans cette maison après absolument tout ce que nous avons fait pour toi, après que nous t'ayons littéralement nourri et habillé pendant 18 ans, tu vas humilier publiquement ta propre mère pour une stupide clé de rechange? Dis à ces flics de foutre le camp de notre maison tout de suite ou je jure devant Dieu que tu ne seras plus jamais autorisé à nous parler. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai offert aucun mot de défense ou d'explication émotionnelle. Je suis simplement resté sur mes positions, ma posture parfaitement droite, mon visage un masque complètement vide et sans émotion. J'ai tourné lentement la tête et j'ai regardé directement l'officier Gideon, ignorant entièrement mon père qui hurlait. « Officier », ai-je dit, ma voix incroyablement calme, claire, et rigoureusement professionnelle. Les individus qui crient actuellement à l'intérieur de cette pièce ne sont pas légalement propriétaires de cette propriété. Ils ne sont pas sur l'hypothèque. Ils ne sont pas sur l'acte de propriété. Ils n'ont pas de contrat de location valide. La femme qui pleure là-bas a volé une clé de la poche de mon manteau dans un restaurant, l'a dupliquée illégalement, et s'est introduite de force pendant que j'étais en voyage d'affaires, amenant son fils au chômage avec elle. C'est un mensonge absolument dégoûtant, a crié Valérie, ses fausses larmes disparaissant instantanément, remplacées une fois de plus par une rage pure et venimeuse. Nous sommes sa famille. Il est mon fils. Je n'ai pas besoin d'un stupide bout de papier pour rester dans la maison de mon propre fils. Notre place est ici. Madame, s'il vous plaît, baissez la voix et reculez immédiatement, a commandé sèchement l'officier Gideon, sa main reposant fermement sur sa radio. Il avait traité des centaines de conflits domestiques au cours de sa longue carrière, et il reconnaissait clairement la différence massive entre un propriétaire paniqué et un squatteur plein de droits qui fait une crise de colère. L'officier Gideon s'est tourné vers moi. « Monsieur, ils prétendent résider ici. Avez-vous les documents que vous m'avez montrés dehors ?» J'ai hoché la tête une fois. J'ai soulevé le lourd classeur noir et l'ai remis directement à l'officier. « Onglet 1, ai-je instruit tranquillement. L'acte de propriété enregistré en toute sécurité au nom d'Apex Vanguard LLC. Onglet 2, l'enregistrement de la société d'État prouvant que je suis l'unique directeur général de cette LLC spécifique. Onglet 3, l'avis formel signé et notarié d'intrusion criminelle. » L'officier Gideon a ouvert le classeur, exposant pleinement l'épaisse pile de documents filigranés et juridiquement contraignants pour que ma famille puisse clairement les voir. Valérie a fixé les papiers officiels, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson qui suffoque. La réalité absolue de la situation était enfin en train de briser brutalement son épais mur de dissonance cognitive. Ce n'était plus une dispute familiale autour d'une table de dîner. C'était une expulsion commerciale hautement documentée et légalement appliquée. Et onglet 4, ai-je continué, m'assurant que ma voix était assez forte pour que Julien l'entende clairement au fond du couloir, une impression numérique du formulaire de changement d'adresse fédérale frauduleux qu'ils ont soumis illégalement pour tenter de voler la location, ce qui, comme vous le savez, est un délit fédéral. La couleur a complètement quitté le visage rouge de Maxwell. Julien a fait 2 grands pas en arrière, se retirant dans l'ombre du couloir. Ils étaient complètement acculés et le piège se refermait rapidement sur leur gorge. L'officier Gideon a refermé le classeur, me l'a rendu, et s'est tourné pour faire face à ma mère. Son expression s'était complètement durcie comme de la pierre.
Madame, a dit l'officier Gideon, sa voix complètement dépourvue de toute sympathie restante. Je viens d'examiner attentivement les documents officiels et juridiquement contraignants relatifs à cette adresse spécifique. L'entité corporative connue sous le nom d'Apex Vanguard LLC est propriétaire de ce bien physique dans son intégralité. Ce monsieur ici est le seul représentant légalement autorisé de cette société. Vos noms ne figurent absolument nulle part sur l'acte. Vous ne possédez pas de bail valide, et vous n'avez absolument pas réussi à produire la moindre preuve légale vous autorisant à être à l'intérieur de cette structure commerciale. Valérie a désespérément essayé de jouer sa toute dernière carte. Elle a tendu la main, tentant de saisir doucement l'épais avant-bras de l'officier. C'était un geste de fausse intimité très manipulateur. Mais officier, vous devez absolument comprendre. Je suis sa mère, a-t-elle plaidé, sa voix se brisant parfaitement. Il est ma chair et mon sang. Je lui ai donné naissance. Nous voulions juste aider son jeune frère à se remettre sur pied. Vous ne pouvez pas jeter une mère dans la rue froide pour un simple malentendu familial. C'est complètement contre nature. L'officier Gideon a immédiatement fait un pas en arrière brusque, retirant de force son bras de sa prise. Madame, ne me touchez pas, a-t-il averti sévèrement. Je me fiche complètement que vous soyez sa mère, sa sœur ou sa grand-mère. Aux yeux de la loi, vous êtes actuellement une personne non autorisée empiétant illégalement sur une propriété commerciale privée. Le représentant autorisé de cette société a formellement demandé votre retrait immédiat des lieux. Maxwell, réalisant que les tactiques d'intimidation agressive avaient complètement échoué, a soudainement tenté un pivot pathétique et désespéré vers la diplomatie. Il m'a regardé, forçant un sourire écœurant, faux et incroyablement crispé sur son visage. Sullivan, allez, mon pote, a balbutié Maxwell, levant les mains en un geste apaisant. Prenons tous une profonde inspiration, calmons-nous, et parlons de ça comme des adultes rationnels autour d'une tasse de café. Nous pouvons facilement trouver un loyer équitable pour Julien. Il n'y a absolument aucun besoin d'impliquer la police armée dans les affaires familiales. J'ai regardé directement dans les yeux désespérés et fuyants de mon père. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai simplement ouvert à nouveau le lourd classeur noir, j'ai dépassé les documents de propriété légaux, et j'ai sorti le rapport de crédit épais de 15 pages que j'avais généré. Les adultes rationnels ne maximisent pas secrètement 6 cartes de crédit distinctes pour un total de 180 000 $, ai-je déclaré clairement, ma voix résonnant dans la maison silencieuse comme un juge lisant une sentence d'exécution finale. Les adultes rationnels ne manquent pas intentionnellement à leurs obligations fiscales foncières annuelles pendant 9 mois consécutifs jusqu'à ce qu'un privilège du comté soit émis. J'ai fait un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Maxwell a reculé. Les adultes rationnels ne commettent absolument pas de fraude postale fédérale en changeant une adresse postale sans autorisation légale, ai-je continué, ma voix devenant plus froide à chaque mot. Et les adultes rationnels ne falsifient absolument pas un faux contrat de location dans une tentative pathétique et désespérée de revendiquer les droits des squatteurs, simplement parce qu'ils sont complètement en faillite et terrifiés de perdre leur propre maison. J'ai jeté l'épaisse pile de documents financiers imprimés directement sur l'îlot de la cuisine. Ils ont atterri avec une claque lourde et satisfaisante, glissant sur le comptoir en quartz jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent juste devant Maxwell et Valérie. Je sais absolument tout, ai-je dit doucement. Je connais les taux d'intérêt de 26%. Je connais l'énorme prêt automobile pour le camion de luxe que tu as acheté, Julien. Vous n'êtes pas venu ici pour m'aider. Vous êtes venu ici pour voler de force mon seul sanctuaire parce que vous avez complètement détruit vos propres vies. Et vous avez décidé que j'étais l'actif le plus pratique à liquider pour sauver votre enfant chéri. Le silence s'est violemment abattu sur le salon. Ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence assourdissant de la ruine totale et inéluctable. Le lourd masque protecteur que mes parents avaient porté pendant 35 ans s'est complètement brisé en 1 million de morceaux sur mon parquet. Ils n'avaient absolument plus rien à dire. Il n'y avait plus de mensonges à inventer, plus de culpabilité à exploiter, plus de fausses larmes à pleurer. La vérité brute et incroyablement laide était enfin exposée sous les dures lumières fluorescentes de ma cuisine, et ils étaient forcés de la regarder directement. Desmond s'est avancé, ajustant sa cravate. De plus, a-t-il ajouté doucement, sa voix tranchant la tension comme une lame de rasoir. Falsifier un contrat de location commerciale pour obtenir un accès non autorisé à une propriété d'entreprise est un crime de classe C dans cet État. Si mon client choisit de porter plainte, vous ne risquerez pas seulement une amende pour violation de propriété. Vous risquerez la prison fédérale.
Julien, debout inutilement dans le couloir, a finalement réalisé la gravité de la situation. « Maman » a-t-il gémi, sa voix aiguë est complètement pathétique. « Est-ce qu'il nous expulse sérieusement maintenant? Où est-ce que je suis censé aller ?» L'officier Gideon a décroché sa lourde radio de son ceinturon et s'est avancé, sa main reposant fermement sur ses menottes. « Écoutez-moi très attentivement » a commandé l'officier Gideon, sa voix résonnant dans la maison. Vous avez exactement 30 minutes pour rassembler tous les vêtements et effets personnels que vous pouvez physiquement porter dans vos mains. Tout ce qui sera laissé derrière sera légalement considéré comme une propriété d'entreprise abandonnée. Si vous n'êtes pas complètement sorti de cette maison et hors des limites de cette propriété dans exactement 30 minutes, je vous mettrai tous les trois les menottes. Je vous traînerai de force jusqu'à ma voiture de patrouille et je vous enregistrerai formellement au centre-ville pour violation de propriété criminelle de niveau délictueux. Votre temps commence absolument maintenant. Bougez. D'abord, je veux prendre un bref moment pour remercier tous ceux qui sont restés avec moi à travers cette histoire incroyablement intense jusqu'à présent. Si vous écoutez toujours, écrivez le mot « bien » dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit badge d'honneur qui montre que vous êtes arrivé au point culminant de la vengeance. Je m'assurerai personnellement d'aimer et de répondre à chaque commentaire qui inclut également le mot « bien ». Merci pour votre soutien. Maintenant, retournons à la chute finale. La panique pure et sans mélange qui a instantanément éclaté à l'intérieur de ma maison était entièrement pathétique à voir. Mon père, un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à projeter agressivement une aura de contrôle absolu et d'autorité non méritée, s'est complètement effondré sous la menace immédiate et indéniable d'être jeté dans une cellule de prison. Il s'est précipité frénétiquement vers la chambre d'amis, jetant sauvagement des vêtements au hasard dans des sacs poubelles en plastique noir. Valérie hyperventilait bruyamment. Elle sanglotait de manière incontrôlable, sans fausses larmes cette fois, courant sans but en cercle serré autour de la cuisine, essayant désespérément de rassembler ses cosmétiques coûteux et ses bijoux bon marché avant que le temps ne soit écoulé. Mais Julien était le pire de tous. Il pleurait pratiquement comme un bambin. Il insultait agressivement les deux policiers armés, insultait ma mère pour avoir complètement ruiné sa vie, et m'insultait bruyamment alors qu'il jetait violemment sa collection massive de vêtements de rue coûteux dans une boîte en carton scotché. Il a tenté de soulever sa télévision à écran plat, massive et lourde, de ma commode, mais le plus jeune policier s'est instantanément avancé et a posé une main lourde directement sur l'épaule nue de Julien. Vêtements personnels et produits de première nécessité uniquement, gamin, l'a averti sèchement l'officier. Tu n'as ni le temps ni l'autorisation légale de déplacer des appareils électroniques lourds ou des meubles. Laisse-le tout de suite. Julien a laissé tomber la télévision, enfouissant son visage dans ses mains en désespoir absolu. Je me tenais complètement à l'écart, appuyé nonchalamment contre l'arche de la cuisine, absolument et parfaitement immobile. Je n'ai pas proposé de les aider à porter un seul sac. Je n'ai pas offert un seul mot de réconfort inutile. Je les ai simplement regardés démolir frénétiquement l'illusion pathétique et pleine de droits qu'ils avaient essayé de construire à l'intérieur de ma maison. Je me suis dirigé vers ma machine à expresso coûteuse, je me suis calmement versé une tasse fraîche de café noir et j'ai pris une gorgée lente et très satisfaisante en regardant ma mère se débattre pour fourrer son peignoir en soie dans un sac d'épicerie en plastique. Pendant que la frénésie chaotique se déroulait à l'intérieur, le serrurier silencieux travaillait avec diligence sur la porte d'entrée. Je lui avais spécifiquement payé $300 supplémentaires en espèces pour remplacer complètement chaque serrure extérieure de la propriété sur le champ, directement devant leur visage. Les clics métalliques et les cliquetis forts des nouveaux pens dormants brillants en cours d'installation servaient de bande-son parfaite et très rythmée à leur expulsion humiliante. À la marque exacte des 25 minutes, le bruit lourd d'un moteur de voiture s'arrêtant agressivement dans mon allée a traversé le chaos. J'ai regardé par la fenêtre de devant. C'était la voiture de sport blanche et élégante. Bianca était arrivée. Elle est sortie de la voiture portant des lunettes de soleil de créateur surdimensionnées et tenant un café glacé coûteux. Elle a marché avec assurance sur le chemin de pierre, s'attendant clairement à passer son samedi à se prélasser dans mon salon de luxe. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée ouverte, elle s'est brusquement arrêtée net. Elle a vu les deux policiers armés debout dans le couloir. Elle a vu le serrurier percer le cadre de la porte. Et puis elle a vu Julien. Il traînait un sac poubelle en plastique noir plein de vêtements sales sur le parquet, le visage rouge et taché de larmes pathétiques. Julien, a exigé Bianca, sa voix dégoulinant d'une confusion extrême et d'un dégoût croissant. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la police est-elle là?
Julien a laissé tomber le sac poubelle, ses yeux s'écarquillant d'horreur pure. Il avait complètement oublié qu'elle venait. « Chérie, attends. Je peux expliquer » a-t-il balbutié désespérément, se précipitant vers la porte. Mon frère est complètement fou. Il a appelé les flics sur nous. On doit juste partir un petit moment jusqu'à ce que mes parents règlent le bail. Desmond, debout élégamment près de l'entrée, a laissé échapper un rire sec et très moqueur. Il n'y a pas de bail, mademoiselle, l'a informé Desmond doucement. Ce jeune homme et ses parents sont actuellement expulsés sous la menace d'une arrestation pour crime pour intrusion criminelle et fraude postale fédérale. Ils sont complètement en faillite et ne possèdent pas un seul centimètre carré de cette propriété. Bianca a fixé Julien. Elle a lentement baissé ses lunettes de soleil coûteuses, ses yeux se rétrécissant en fente froide et calculatrice. La prise de conscience l'a frappée comme un train de marchandises. Le style de vie de luxe, la maison immense, l'argent infini. Tout n'était qu'un mensonge pathétique et complet. Espèce de loser fauché, a craché Bianca. Le venin dans sa voix était absolument mortel. Tu as réellement essayé de m'installer dans une maison dans laquelle tu t'es introduit par effraction. Ne contacte plus jamais mon numéro de téléphone. Elle a tourné les talons, a marché directement vers sa voiture de sport blanche, et a claqué la portière. Les pneus ont crissé bruyamment sur mon allée alors qu'elle faisait une marche arrière agressive dans la rue et s'éloignait à toute vitesse, abandonnant complètement Julien à sa ruine absolue. Julien s'est effondré sur les genoux sur le porche, sanglotant ouvertement dans ses mains. Le temps est écoulé. On y va, a commandé bruyamment l'officier Gideon, frappant lourdement dans ses mains. Avancez vers la porte d'entrée immédiatement. Ils ont marché péniblement dans mon couloir comme des prisonniers de guerre vaincus. Maxwell portait 2 sacs poubelles noirs débordants. Valérie serrait son sac à main de créateur et un paquet désordonné de vêtements froissés contre sa poitrine. Julien traînait sa boîte en carton, complètement brisée. Ils sont passés juste à côté de moi. Maxwell gardait les yeux fermement rivés au sol, complètement anéanti. Julien m'a lancé un regard de haine pure et absolue, mais il était bien trop lâche pour dire un seul mot avec la police juste derrière lui. Mais ma mère, fidèle à sa nature profondément toxique, ne pouvait tout simplement pas partir sans tenter de tirer une dernière balle émotionnelle désespérée. Elle s'est arrêtée juste devant moi dans l'entrée, son maquillage complètement étalé sur son visage, l'air incroyablement vieille et profondément pathétique. « Tu es complètement mort pour moi, Sullivan », a-t-elle sifflé venimeusement, sa voix tremblant de pure rage. « Tu es un monstre absolu. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Tu as complètement détruit cette famille aujourd'hui. » J'ai pris une autre gorgée lente et délibérée de mon expresso chaud, laissant le liquide chaud glisser dans ma gorge avant de finalement répondre. J'ai baissé les yeux vers elle, ne ressentant absolument rien d'autre qu'un vague et lointain sentiment de pitié. « Je n'ai pas détruit cette famille, Valérie, » ai-je répondu, refusant intentionnellement de l'appeler maman. La mathématique a détruit cette famille. J'ai simplement refusé de payer votre dernière facture. Fin de la partie. Maintenant, sors de ma propriété. Elle a laissé échapper un sanglot étranglé et furieux, s'est retournée, et est sortie par la porte d'entrée, trébuchant légèrement sur le lourd seuil en métal. Les policiers les ont suivis dehors, s'assurant qu'ils marchaient jusqu'au bout de la longue allée et se tenaient sur l'asphalte public de la rue, complètement hors de la propriété de l'entreprise. Je suis resté dans l'embrasure de la porte ouverte, tenant ma tasse de café. Le serrurier a fini de serrer la dernière vis du tout nouveau pêne dormant en laiton ultra robuste. Il m'a tendu un anneau en métal contenant 3 clés brillantes et complètement neuves. « C'est fait, patron » a-t-il dit doucement, rangeant sa lourde boîte à outils en métal. Je l'ai remercié, je lui ai payé ses honoraires massifs, et je l'ai regardé partir. Les 2 policiers ont attendu patiemment sur le trottoir jusqu'à ce que Maxwell commande frénétiquement une voiture de VTC coûteuse depuis son téléphone. J'ai regardé les 3 s'entasser maladroitement à l'arrière d'une petite berline cabossée, tenant leur sac poubelle en plastique sur leurs genoux, et s'éloigner complètement de ma vue. Je suis rentré dans ma maison, j'ai fermé la lourde porte d'entrée en acajou, et j'ai fermement tourné la nouvelle serrure. Le clic lourd et satisfaisant du pêne dormant glissant solidement en place était le plus beau son que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Le retrait physique de ma famille immédiate était officiellement terminé. Mais je savais avec une certitude absolue que la guerre psychologique était loin d'être terminée. Le dimanche soir, les représailles inévitables ont commencé exactement comme je l'avais prédit. Mon smartphone,
posé paisiblement sur le comptoir de la cuisine, a soudainement commencé à vibrer violemment, bourdonnant agressivement sur l'îlot en quartz comme un frelon en colère. Les notifications ont inondé mon écran en une vague massive et incessante. Valérie n'avait absolument pas perdu une seule seconde. Elle avait passé tout le week-end à appeler chaque tante, oncle et cousin éloignés de notre vaste arbre généalogique, les retournant complètement contre moi. Elle avait inventé une histoire de malheur incroyablement élaborée et profondément tragique. Elle s'est dépeinte comme la matriarche complètement innocente et aimante qui était simplement allée chez moi pour me surprendre avec un grand nettoyage. Pour ensuite voir son fils profondément abusif et gravement déséquilibré mentalement appeler des policiers armés pour la jeter violemment à la rue. Les messages dans le grand groupe de discussion familiale étaient incroyablement vicieux. Je n'arrive pas à croire que tu traites ta propre mère comme une criminelle ordinaire. Tu es une honte totale, a écrit ma tante Béatrice. Tu ferais mieux de t'excuser et de la supplier de te pardonner tout de suite, Sullivan. La famille, c'est tout. Tu es complètement malade dans ta tête, a texté mon oncle David. Julien est littéralement à la rue à cause de toi. J'espère que tu pourriras dans cette immense maison vide, a ajouté un cousin éloigné à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 7 ans. C'étaient les singes volants classiques, entièrement mobilisés par la narcissique pour détruire complètement ma réputation et me forcer à la soumission par une honte sociale écrasante. Une version plus jeune et plus faible de Sullivan aurait immédiatement paniqué. J'aurais frénétiquement tapé de longs paragraphes désespérés, essayant d'expliquer logiquement ma version de l'histoire, les suppliant de comprendre la nuance de la situation, pour seulement voir mes mots complètement tordus et utilisés contre moi. Mais je n'étais plus cet homme. Je ne ressentais pas le besoin de me défendre auprès de personnes qui choisissaient volontairement de croire un mensonge sans demander de preuves. Cependant, je refusais aussi absolument de laisser Valérie contrôler le récit final. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai pris le rapport de crédit massif de 15 pages détaillant la ruine financière catastrophique de mes parents et le document de fraude postale fédérale très incriminant. J'ai passé 20 minutes à caviarder soigneusement numériquement leur numéro de sécurité sociale sensible et leur numéro de routage de compte bancaire spécifique pour m'assurer que je ne violais aucune loi stricte sur la confidentialité financière. J'ai combiné les documents caviardés avec une image scannée du faux contrat de location en un seul fichier PDF hautement compressé et facilement lisible. J'ai titré le document simplement « La vérité concernant l'expulsion ». J'ai pris mon smartphone, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale chaotique et incroyablement hostile, et j'ai tapé un seul message bref. Pour quiconque est sincèrement curieux de savoir pourquoi Maxwell et Valérie ont été légalement escortés hors de ma propriété d'entreprise hier sous la menace d'une arrestation pour crime, veuillez examiner attentivement les documents financiers ci-joints. Ils ont secrètement atteint le plafond de 180 000 $ de dette de carte de crédit pour financer le style de vie de Julien. Ils ont intentionnellement manqué à leurs obligations fiscales foncières pendant 9 mois. Enfin, ils ont commis une fraude postale fédérale et falsifié un contrat de location commerciale dans une tentative désespérée et hautement illégale de revendiquer les droits des squatteurs parce qu'ils sont complètement en faillite. Je ne discuterai absolument plus de cette affaire. J'ai joint le fichier PDF et j'ai appuyé sur Envoyer. Je me suis assis sur mon canapé en cuir italien et j'ai regardé l'écran lumineux pendant exactement 3 minutes. Absolument rien ne s'est passé. Le barrage agressif de messages textes en colère a complètement cessé. Je pouvais facilement imaginer 20 parents différents assis dans leurs salons respectifs, ouvrant le fichier et faisant défiler en silence absolu et horrifié la preuve mathématique indéniable de l'échec financier massif et du comportement criminel de mes parents. Les chiffres étaient complètement absolus. On ne pouvait pas les contester, pleurer dessus, ou les manipuler émotionnellement. La piste papier en béton armé exposait entièrement ma mère comme une fraudeuse profondément manipulatrice et mon père comme un énorme échec lâche. 10 minutes plus tard, tante Béatrice a quitté discrètement le groupe de discussion sans dire un seul mot. Peu de temps après, oncle David est parti. En moins d'1 heure, tout le groupe de discussion était complètement mort, abandonné par des parents bien trop embarrassés pour s'excuser auprès de moi, mais complètement réticents à continuer de défendre les mensonges toxiques de Valérie. J'ai souri, je suis allé dans les paramètres de mon téléphone, et j'ai bloqué de manière permanente chaque numéro associé à ma famille de sang. Le silence numérique qui a suivi était complètement euphorique. Les conséquences absolues et inéluctables de leurs décisions financières profondément toxiques les ont rapidement rattrapés au cours des 6 mois suivants, car ils avaient complètement échoué à sécuriser ma propriété de luxe entièrement payée comme un actif permanent gratuit à exploiter. L'énorme château de cartes qu'ils avaient construit s'est complètement effondré sous son propre poids écrasant.
Je n'ai pas activement cherché d'informations sur leur chute inévitable. Mais dans un monde numérique très connecté, les résultats finaux m'ont finalement été rapportés par le bouche-à-oreille des registres publics silencieux et des connaissances lointaines et bavardes. Sans un afflux massif d'argent volé pour rembourser leurs dettes prédatrices, Maxwell et Valérie ont inévitablement fait défaut sur absolument tout. 3 mois après l'expulsion, l'évaluateur fiscal du comté a finalement mis sa menace à exécution et a placé un lourd privilège fiscal inamovible directement sur leur résidence principale. 2 mois après cela, la banque qui détenait leur hypothèque initiale a officiellement entamé des procédures de saisie hostile. Comme leur côte de crédit était complètement détruite, ils ne pouvaient absolument pas obtenir un prêt secondaire pour sauver la propriété. Ils ont finalement été contraints de déclarer officiellement une faillite chapitre 7, un processus juridique complètement humiliant et très public qui a définitivement anéanti leurs actifs et détruit absolument tout ce qui restait de leur statut social dans leur communauté. Ils ont perdu la maison dans laquelle j'avais grandi. Ils ont été contraints de déménager dans un appartement exigu et très déprimant de 2 chambres, situé dans un quartier terrible et bruyant à la périphérie de la ville, peinant à peine à rassembler le loyer mensuel en utilisant les salaires lourdement saisis de mon père. La justice la plus poétique et la plus profondément satisfaisante, cependant, appartenait entièrement à Julien. Parce que mes parents étaient complètement en faillite et ne pouvaient absolument plus se permettre de financer nonchalamment son existence paresseuse et pleine de droits. Le camion de luxe qu'il conduisait a été rapidement saisi par la banque, directement sur le parking de son appartement, au milieu de la nuit. Sans véhicule de luxe, entièrement sans l'argent volé de sa mère pour financer ses habitudes de basket coûteuses, et brutalement largué par Bianca, l'enfant chéri a finalement été forcé de faire face à la réalité absolue. Julien avait 28 ans, ne possédait absolument aucune compétence commercialisable, et avait un trou énorme et flagrant dans son historique d'emploi. Il n'a finalement eu d'autre choix que d'accepter un travail au salaire minimum à la friteuse d'une chaîne de restauration rapide très déprimante et aux lumières vives, juste pour se payer des produits d'épicerie de base et un loyer bon marché. Pendant ces 6 mois, ils ont fait plusieurs tentatives très pathétiques et complètement prévisibles pour franchir mes murs. Un numéro de téléphone inconnu appelait parfois mon téléphone. J'entendais Valérie pleurer de manière incontrôlable dans le récepteur, ignorant complètement les choses horribles qu'elle m'avait criées, suppliant désespérément un petit prêt juste pour garder leur électricité allumée. Je raccrochais silencieusement le téléphone et bloquais instantanément le numéro. Maxwell a envoyé une lettre manuscrite profondément humiliante directement au bureau de ma firme, me suppliant de me souvenir des bons moments et demandant si Julien pouvait simplement dormir sur mon canapé pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. J'ai passé la lettre directement dans le broyeur à papier robuste de mon bureau sans jamais écrire un seul mot en réponse. Ils avaient enfin appris la vérité absolument terrifiante sur le fait de traiter avec un enquêteur en recouvrement d'actifs d'entreprise. Une fois que le bilan final est complètement clos et que les dettes massives sont officiellement radiées comme une perte totale, le compte n'est jamais rouvert. Je les avais formellement liquidés de ma vie, coupant complètement les passifs toxiques pour protéger ma propre paix et mon capital. Ils étaient entièrement livrés à eux-mêmes, forcés de dormir dans le lit financier massif et terrifiant qu'ils avaient passé 3 décennies à faire. Cela fait exactement 1 an complet depuis ce samedi matin incroyablement chaotique. Le son agressif et violent de la perceuse du serrurier traversant la serrure de la porte d'entrée ressemble à un souvenir lointain, presque surréaliste, appartenant à une vie complètement différente. Les ordures massives et incroyablement lourdes que Julien avait tenté de traîner de force dans mon couloir ont finalement été ramassées par une entreprise de débarras professionnelle, entièrement payée par le compte d'entreprise d'Apex Vanguard, effaçant entièrement la toute dernière preuve physique de leur brève et pathétique invasion. Je suis assis seul dans ma chambre principale en ce moment. La pièce a été parfaitement restaurée. Le soleil commence tout juste à se coucher dehors, projetant de longues ombres paisibles, chaudes et dorées sur les parquets complètement impeccables. La maison est profondément, magnifiquement silencieuse. J'ouvre le tiroir du bas de mon lourd bureau de direction et je regarde à l'intérieur. Reposant tranquillement dans le tiroir se trouve le cadre en acajou cassé, le verre brisé reposant toujours sur ma plaque d'examinateur de fraude certifié. Je l'ai gardé exactement comme Julien l'a laissé. Je le garde comme un rappel physique permanent du moment exact où je me suis finalement choisi. Pendant les 35 premières années de ma vie, j'ai faussement et profondément cru que fixer des limites rigides avec des parents de sang était un acte d'une cruauté extrême. J'avais été lourdement conditionné par une culpabilité manipulatrice à croire qu'être une bonne personne signifiait constamment me mettre entièrement le feu juste pour garder ma famille toxique et ingrate confortablement au chaud. Mais assis ici, dans le calme absolu et magnifique, je réalise pleinement la vérité profonde.
L'amour ne vous vole pas activement. L'amour ne falsifie absolument pas secrètement des documents fédéraux pour vous piéger dans un coin. Et l'amour ne demande certainement pas la destruction complète de votre sanctuaire pour se sauver des conséquences de leurs propres actions terribles. Parfois, les gens me disent que j'ai été trop dur. Ils me disent que pousser mes propres parents à la faillite et laisser mon frère retourner des hamburgers est une façon froide et sans cœur de traiter sa famille. Mais je veux vous transmettre cette question. Quand les personnes qui sont censées vous protéger décident de ruiner complètement votre vie pour sauver la leur, et que vous verrouillez simplement la porte pour protéger ce que vous avez construit, dites-moi, suis-je vraiment le méchant dans cette histoire? J'adorerais entendre vos pensées, alors s'il vous plaît, partagez vos propres expériences ou opinions sur la façon dont j'ai géré cela dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille toxique pour protéger votre paix? Si vous voulez soutenir et entendre plus d'histoires réelles et sans concession de personnes qui se défendent, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Rappelez-vous, votre tranquillité d'esprit est l'actif le plus cher que vous possédiez. Ne laissez jamais personne vous le voler. Restez fort et je vous verrai dans la prochaine.